Japon, période Edo, 1703. Dans une maison de samouraï du domaine d'Ako, une jeune épouse nommée Yae reçoit la nouvelle qu'elle redoute depuis le jour de son mariage. Son mari a reçu l'ordre de se faire seppuku pour son rôle dans la célèbre vengeance des 47 Ronin. Elle a 6 heures pour se préparer. Ne pas fuir, pas pour se lamenter, mais pour préparer sa propre mort. Selon la tradition du Bushido et les attentes de la famille de son mari, Yae doit accomplir le jigei, le suicide rituel, en suivant son mari dans la mort. Elle se liera les jambes avec un cordon de soie, s'agenouillera en position formelle et se tranchera la gorge avec un poignard tanto, s'assurant ainsi de mourir dans une position modeste qui préserve la dignité féminine même dans la mort. Yae a 23 ans. Elle était mariée depuis 4 ans. Elle redoute ce moment plus que tout autre, non pas parce qu'elle a peur de la mort elle-même, mais parce qu'elle sait que le choix ne lui appartient pas vraiment. Dans le Japon féodal, les mariages de samouraïs étaient en des alliances de politiques et économiques, et non des partenariats romantiques. Une femme se mariait avec la famille de son mari, devenant ainsi la propriété de son clan. Ses principales tâches consistaient à produire des héritiers mâles, à gérer le foyer et à préserver l'honneur de la famille en se conformant parfaitement aux attentes de la société. Les épouses de samouraïs étaient éduquées dans la voie de l'épouse Onanomichi, qui mettait l'accent sur l'obéissance, l'abnégation et la subordination des désirs personnels au devoir familial. Elles acquéraient des compétences casantes pratiques telles que la gestion des serviteurs et la tenue des comptes, mais elles apprenaient également les rituels de la mort. Les jeunes mariées apprenaient explicitement à pratiquer le jigai. Elles s'entraînaient à lier les jambes, à donner à la lame l'angle approprié, à réciter des prières. Il ne s'agissait pas d'une obsession morbide, mais d'une préparation pratique à une éventualité attendue. Dès le jour de leur mariage, les épouses de samouraïs savaient que la mort de leur mari signifierait probablement la leur. Elles vivaient dans un état de préparation perpétuelle, gardant leur tanto aiguisé, écrivant des poèmes d'adieu à l'avance, se préparant pour le moment qu'elles espéraient ne jamais voir arriver. Cette pratique était appelée junshi, suivre son seigneur ou son mari dans la mort. À l'origine, ce terme désignait les serviteurs qui se suicidaient à la mort de leur seigneur, faisant ainsi preuve d'une loyauté sans faille. Cette pratique était si courante que le shogunat Tokugawa publia de nombreux décrets pour tenter de la limiter, considérant la perte de guerriers entraînés comme un gaspillage. Pour les épouses de samouraïs, une attente parallèle s'est développée. Lorsque leur mari mourait, en particulier s'il mourait honorablement au combat ou par suicide rituel, leur femme devait le suivre dans la mort. Cela démontrait sa dévotion, l'empêchait de se remarier et de déshonorer potentiellement la famille, et montrait l'engagement du clan envers les idéaux du Bushido. Contrairement au seppuku masculin qui impliquait l'éviscération, le suicide rituel féminin se concentrait sur la gorge. La raison en était explicitement le maintien de la pudeur féminine. Le corps d'une femme, même dans la mort, ne devait pas être exposé ou positionné d'une manière indigne. Le rituel comportait des étapes spécifiques, documentées dans des textes d'instruction et des traditions familiales. Tout d'abord, la femme écrivait des poèmes et des lettres d'adieu, organisait ses affaires et priait. Elle s'habillait de blanc, la couleur de la mort, ou parfois de son plus beau kimono pour montrer qu'elle était morte dans la dignité. Elle attachait étroitement ses jambes avec un cordon de soie, des chevilles aux genoux. Ainsi, même dans les affres de la mort, ses jambes ne se séparaient pas, ce qui préservait sa pudeur. Ce détail, préparer son propre corps pour qu'il ait l'air convenable après la mort, révèle la nature sexuée de l'honneur dans la culture des samouraïs. Elle s'agenouillait en position seiza, plaçait la lame du tanto contre le côté de son cou et tranchait la carotide. La perte de sang entraînait la mort en quelques minutes. Un jigai réussi signifiait mourir sans tomber, sans crier, en gardant son sang-froid jusqu'à l'évanouissement. Certaines femmes avaient une assistante, généralement une servante de confiance, qui les aidait à positionner le corps si les convulsions provoquaient des mouvements. L'assistante pouvait également porter le coup final si la coupure initiale n'était pas fatale. Le Hagakure, un texte sur le Bushido compilé au début des années 1700, traite explicitement des attentes à l'égard des épouses de samouraïs. L'un des passages stipule ce qui suit. Une femme qui ne suit pas son mari dans la mort jette l'opprobre sur sa mémoire et sur sa propre famille. Elle démontre que sa dévotion était fausse et son caractère faible. Une autre section fournit des conseils pratiques. Une femme doit garder son tanto bien aiguisé et s'entraîner à lier les jambes pour que, le moment venu, elle puisse mourir en beauté sans assistance. Il ne s'agissait pas de discussions théoriques. Il s'agit d'instructions qui ont façonné la vie et la mort de femmes réelles. Lorsqu'un samouraï mourait, au combat, par seppuku, ou même de mort naturelle, sa veuve était soumise à une pression immédiate. La famille du mari, les anciens du clan et la communauté
observaient tous pour voir si elle allait faire ce qui est honorable. La pression était à la fois explicite et implicite. Les membres de la famille pouvaient se dire « Votre mari a servi avec honneur. Allez-vous déshonorer sa mémoire en vous accrochant à la vie ?» Ou « Pensez à vos enfants. Quel exemple donnerez-vous si vous choisissez votre propre confort plutôt que votre devoir ?» Parfois, la pression était plus directe. Si vous ne suivez pas votre mari, vous jetterez l'opprobre sur cette famille. Vos enfants souffriront de votre lâcheté. Pour les jeunes veuves avec enfants, le calcul était angoissant. Si elles commettaient le gigaï, leurs enfants seraient orphelins mais élevés avec honneur par la famille élargie. Si elles refusaient, elles et leurs enfants risquaient l'ostracisme social, la pauvreté, voire pire. Le délai prévu variait. Si un mari commettait le seppuku, sa femme devait souvent suivre dans les heures ou les jours qui suivaient, idéalement le même jour pour montrer que son esprit ne supportait pas d'être séparé du sien. Si le mari mourait au combat, la femme pouvait disposer de quelques semaines ou de quelques mois. Mais la pression augmentait avec le temps. Chaque jour où elle continuait à vivre était considéré comme la preuve d'une dévotion insuffisante. Les registres de décès des temples de la période Edo révèlent des schémas. Lorsqu'un samouraï meurt, il y a souvent un décès féminin correspondant, épouse, fille ou mère, dans les jours ou les semaines qui suivent, répertoriés comme suivant dans la mort ou simplement gorge tranchée. Si vous vous demandez ce qui arrivait aux femmes qui refusaient, la réponse révèle pourquoi elles craignaient tant la mort de leur mari. Abonnez-vous pour connaître les cas documentés de résistance, les suicides forcés et les conséquences brutales du choix de vivre. Toutes les épouses de samouraïs n'ont pas accepté ce destin. Certaines ont refusé de commettre le jigai, choisissant la vie malgré les conséquences sociales. Leur destin varie et aucun n'est bon. La mort sociale était la conséquence la moins grave. Les femmes qui refusaient le junshi étaient souvent traitées comme si elles étaient déjà mortes. Elles étaient exclues des réunions de famille, privées d'héritage et leurs enfants étaient stigmatisés. Certaines étaient envoyées dans des propriétés familiales éloignées, en quelque sorte exilées. Les veuves qui ne se suicidaient pas étaient parfois contraintes de se mettre au service de la famille, devenant des domestiques non rémunérés dans le ménage qu'elles dirigeaient auparavant. Leur statut est alors inférieur à celui d'une employée de maison. Si certaines veuves pouvaient espérer se remarier, les veuves de samouraïs qui refusèrent le junshi n'avaient généralement pas le droit de se remarier. Elles existaient dans un état liminal, ni mortes, ni pleinement vivantes, ni membres de la famille, ni étrangères. La réalité la plus sombre est que certains jigai volontaires ne l'étaient pas du tout. Les membres de la famille, soucieux de l'honneur ou désireux d'éliminer les charges financières, forçaient les femmes à se suicider ou les assassinaient et mettaient en scène le suicide rituel. L'un des cas les plus célèbres concerne l'épouse d'Asano, Naganori, le seigneur dont le seppuku forcé a déclenché la vengeance des 47 ronins en 1703. Lady Asano était censée commettre un jigai après la mort de son mari. Elle refusa. Son refus a été controversé et documenté dans de nombreuses sources contemporaines. Certains l'ont félicité d'avoir choisi de prier pour l'esprit de son mari plutôt que de le suivre dans la mort. D'autres l'ont condamné pour son manque de dévotion. Il est important de noter que Lady Asano était issue d'une famille puissante et avait des relations politiques qui l'ont protégée des pires conséquences. Elle a été autorisée à devenir nonne bouddhiste et à vivre dans un temple jusqu'à la fin de sa vie. Mais son cas était exceptionnel. La plupart des femmes laines ne bénéficiaient pas d'une telle protection. Les historiens modernes qui ont analysé les registres des décès dans les temples de l'époque d'Edo ont découvert des tendances inquiétantes. Dans les domaines où les idéaux du Bushido étaient strictement respectés, le taux de mortalité des épouses de samouraïs augmentait considérablement après les grandes batailles ou lorsque d'éminents samouraïs commettaient le seppuku. Une étude des registres des décès du domaine de Satsuma a montré qu'en 1877, pendant la rébellion de Satsuma, plus de 200 femmes sont mortes dans les semaines qui ont suivi la mort de leur mari au combat. Les causes répertoriées sont les suivantes: gorge tranchée, suivie dans la mort, et simplement junshi. L'analyse statistique suggère que nombre de ces décès ont eu lieu sous la contrainte. Le regroupement des décès, l'âge des femmes, beaucoup étaient jeunes et avaient des enfants en bas âge, et l'absence de poèmes ou de lettres d'adieu dans de nombreux cas suggère que tous ces suicides n'étaient pas vraiment volontaires. Certaines épouses de samouraïs ont laissé des lettres et des journaux intimes qui ont survécu, fournissant de rares récits à la première personne de leurs pensées sur les junshi. Une lettre de 1688, écrite par une femme nommée Otsuya, à sa sœur, décrit sa peur. « Mon mari est au service d'un seigneur qui pourrait bientôt recevoir l'ordre de commettre le seppuku pour des raisons politiques. Si cela se produit,
On s'attendra à ce que je le suive. Je ne souhaite pas mourir. J'aime mes enfants et je veux les voir grandir. Mais j'ai plus peur de la honte de vivre que de la mort elle-même. » Une autre entrée de journal datant de 1745 décrit la préparation d'une femme. « J'ai aiguisé mon tantôt et je me suis exercé à la ligature. Je prie pour avoir le courage le moment venu. Je ne crains pas la douleur de la mort, mais la possibilité que j'hésite et que je fasse honte à ma famille. » Ces documents révèlent le fardeau psychologique des femmes vivant avec la certitude constante que la mort de leur mari signifierait probablement la leur et qu'elles seraient de juger sur la beauté de leur mort. Certains cas documentés montrent une résistance active et ses conséquences brutales. En 1651, une femme nommée Chiyo, dont le mari avait été exécuté pour trahison, était censée commettre un jigai. Elle a refusé et a tenté de fuir vers sa famille d'origine. Elle a été capturée par la famille de son défunt mari et ramenée. Selon les registres du temple, elle est morte de sa propre main 2 jours plus tard. Mais une lettre d'un serviteur de la famille, découverte dans les années 1980, suggère qu'elle a été assassinée, maintenue à dos au sol pendant que quelqu'un lui coupait la gorge, puis positionnée de manière à ressembler à un jigai. La lettre décrit « Ils ont dit qu'elle devait mourir pour préserver l'honneur de la famille. Elle a crié et s'est débattue. Ils l'ont maintenue au sol. Ensuite, ils lui ont lié les jambes et ont arrangé son corps. On a dit à tout le monde qu'elle était morte honorablement. » Cette lettre, et d'autres du même genre, révèlent que certains suicides rituels étaient en fait des meurtres déguisés en mort d'honneur. La question qui se pose alors est la suivante: combien de décès enregistrés comme jigai étaient réellement volontaires? Combien de femmes sont mortes parce qu'elles voulaient sincèrement suivre leur mari et combien sont mortes parce que leur refus était synonyme de destruction sociale ou de meurtre? Nous ne connaîtrons jamais les chiffres exacts, mais les faits suggèrent que la coercition, qu'elle soit sociale, économique ou physique, était bien plus fréquente que le récit romantique d'épouses dévouées choisissant la mort. La pratique du jigai forcé ou attendu pour les épouses de samouraïs a été systématiquement supprimée dans les récits historiques japonais modernes. Et ce pour plusieurs raisons. Lorsque le Japon s'est modernisé à la fin du 19e siècle, le gouvernement a promu une version romantique de la culture des samouraïs comme fondement de l'identité nationale japonaise. Les réalités brutales de la façon dont la culture des samouraïs traitait les femmes ne cadraient pas avec ce récit. Après la Seconde Guerre mondiale, alors que le Japon reconstruisait son identité nationale, la culture traditionnelle a connu un regain d'intérêt. Mais l'accent était mis sur l'esthétique et la philosophie, et non sur les pratiques qui révélaient l'oppression des femmes. Les films, les romans et les dessins animés décrivant la culture des samouraïs montrent généralement le suicide des femmes comme un bel acte de dévotion volontaire et non comme une mort forcée sous la menace d'une destruction sociale ou d'un véritable meurtre. Certains historiens japonais et conservateurs culturels s'opposent à la reconnaissance des aspects les plus sombres de la culture des samouraïs, considérant ces discussions comme des attaques contre la tradition japonaise ou des tentatives d'imposer les valeurs féministes occidentales à l'analyse historique. Il est intéressant de noter que, dès la période Edo, les autorités ont reconnu que le junshi posait problème. Le shogunat Tokugawa a publié de nombreux édits visant à limiter cette pratique. En 1663, un édit a interdit aux serviteurs de suivre leur seigneur dans la mort sans autorisation officielle. En 1683, un autre édit a explicitement interdit la pratique du junshi pour les serviteurs et l'a fortement déconseillé pour les membres de la famille, bien que son application ait été incohérente. Ces édits révèlent que, même au sein de la culture des samouraïs, on reconnaissait que cette pratique était un gaspillage et qu'elle pouvait avoir un effet coercitif. Mais les édits étaient souvent ignorés, en particulier dans les domaines où les traditions de Bushido étaient fortes. Au cours des dernières décennies, les historiennes féministes japonaises ont commencé à fouiller cette histoire cachée. Des chercheurs comme Amino Yoshihiko et Wakita Haruko ont analysé les registres de décès, les dossiers familiaux et les documents personnels pour révéler la réalité qui se cache derrière le mythe romantique. Leurs travaux montrent que le junshi pour les épouses de samouraïs était beaucoup plus courant qu'on ne le pensait, que dans de nombreux cas, il s'agissait de coercition ou de force pure et simple, que les femmes qui refusaient subissaient de graves conséquences sociales et parfois physiques, et que la pratique s'est poursuivie jusqu'à l'ère Meiji, malgré les interdictions officielles. Les chercheurs féministes modernes ont reformulé l'histoire des épouses de samouraïs, les faisant passer du statut de femmes dévouées ayant choisi la mort à celui de victimes d'un système qui ne leur laissait pas vraiment le choix. Le caractère systématique de la pratique suggère une coercition institutionnelle plutôt qu'un choix individuel. Les conséquences d'un refus étaient suffisamment graves pour éliminer tout consentement véritable.
Les cas documentés de suicide forcé révèlent que la mort volontaire était parfois une fiction. Certains chercheurs estiment que nous devrions considérer le jigai non pas comme un suicide rituel, mais comme une forme de crime d'honneur. Des femmes tuées, que ce soit de leurs propres mains ou de celles d'autres personnes, pour préserver l'honneur de la famille et éliminer les personnes à charge gênante. La question du titre, pourquoi les femmes de samouraï craignaient-elles davantage la mort de leur mari que la leur, a désormais une réponse claire, parce que la mort de leur mari signifiait qu'elles étaient confrontées à un choix impossible entre le suicide forcé et la mort sociale. Si elles commettaient le jigai, elles mourraient, mais préservaient leur honneur et le statut de leurs enfants. Si elles refusaient, elles s'exposaient à l'ostracisme, à la pauvreté, à une éventuelle servitude forcée ou à un meurtre déguisé en suicide. Il n'y avait pas de bonne option, pas de moyen de continuer à vivre. Cette peur a façonné toute leur vie. Les épouses de samouraïs vivaient avec la certitude constante que la mort de leur mari, qui pouvait survenir à tout moment à la suite d'une bataille, d'une intrigue politique ou d'un seppuku ordonné, signifierait probablement leur propre mort également. Elles s'y préparaient dès le jour de leur mariage, aiguisant leur tanto, pratiquant les rituels, écrivant à l'avance des poèmes d'adieu. Elles vivaient dans un état de perpétuelle préparation à la mort, leur vie dépendant de la survie de leur mari. L'histoire des épouses de samouraïs résonne aujourd'hui parce qu'elle révèle comment l'honneur et la tradition peuvent être utilisés pour contrôler le corps et la vie des femmes. L'idée que les femmes doivent se sacrifier pour l'honneur de la famille, que leur valeur est mesurée par leur dévouement aux hommes, que refuser de mourir les rend égoïstes ou déshonorantes, ces idées persistent sous diverses formes. La pratique du jigai a disparu, mais la logique sous-jacente, la vie des femmes a moins de valeur que l'honneur des hommes, les femmes doivent se sacrifier pour la réputation de la famille, résonne encore dans les discussions contemporaines sur les rôles et les attentes des hommes et des femmes. L'aspect le plus triste de cette histoire est le nombre d'histoires de femmes complètement perdues. Nous connaissons les noms des samouraïs célèbres, leurs batailles et leurs exploits. Mais leurs épouses sont souvent anonymes dans les documents historiques, mentionnées seulement comme « épouses d'eux » ou pas mentionnées du tout. Lorsqu'elles mouraient par jigai, leur mort était enregistrée comme une preuve de l'honneur de la famille, et non comme une tragédie individuelle. Leur peur, leur résistance, leur désir de vivre, tout cela était effacé au profit d'un récit sur la dévotion et le devoir. Aujourd'hui, dans les musées, on peut voir des dagues tantôt présentées comme des lames de suicide pour femmes datant de la période Edo. Les lames sont petites, élégantes et décorées de motifs féminins. Les affiches des musées les décrivent comme utilisées pour le suicide rituel par les femmes de samouraïs qui suivaient leur mari dans la mort, les présentant comme des artefacts de dévotion. Mais en connaissant toute l'histoire, nous les voyons différemment, non pas comme des symboles d'amour, mais comme la preuve d'un système qui donnait aux femmes des couteaux et leur disait quand les utiliser sur elles-mêmes. Les femmes de samouraïs craignaient davantage la mort de leur mari que la leur, car elles savaient que cela signifiait faire face à un choix impossible, le suicide forcé ou la mort sociale. Le mythe romantique du jigai comme dévouement volontaire cache une réalité plus sombre de mort forcée, de femmes assassinées et d'un système qui valorisait l'honneur masculin au détriment de la vie des femmes. Si vous voulez plus d'histoires cachées qui remettent en question les récits romantiques, abonnez-vous. Parce que les femmes qui ont été effacées de l'histoire méritent que leur histoire soit racontée dans son intégralité. Laissez un commentaire, comment trouver un équilibre entre le respect des traditions culturelles et la reconnaissance des souffrances qu'elles ont causées? Peut-on honorer les cultures historiques tout en reconnaissant leurs injustices? Les femmes qui se liaient elles-mêmes les jambes avec des cordes de soie, qui aiguisaient elles-mêmes leurs poignards, qui écrivaient des poèmes d'adieu qu'elles espéraient ne jamais utiliser. Elles ont vécu toute leur vie dans l'ombre de la mort potentielle de leur mari. Elles ne craignaient pas la mort elles-mêmes, mais d'être obligées de choisir entre mourir et être détruites pour avoir choisi de vivre. Souvenez-vous d'elles, souvenez-vous de leur peur, souvenez-vous que derrière chaque récit romantique de dévotion et d'honneur, il y a de vraies femmes qui n'ont pas vraiment eu le choix. Leurs noms sont pour la plupart perdus, mais leur histoire survit, et elle exige d'être racontée.